La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Olivia El Kaïm, vous l'avez dit vous-même, vous avez longtemps cherché à gommer vos racines algériennes, à tel point que vous avez fait retirer les trémas de votre nom de famille pour qu'il ait l'air le plus français possible. Et puis, vous avez publié en 2020 votre roman « Le tailleur de Relizane », dans lequel vous nous racontiez toute l'histoire de votre père Pierre et de son père Marcel, et leur départ tragique d'Algérie en 1962. Aujourd'hui, vous vous penchez sur l'histoire de votre mère, qui, elle, est née en Tunisie, dans une famille française et sicilienne. Dans votre tout nouveau roman « Fille de Tunis », vous essayez de comprendre ce qui vous a été transmis de votre grand-mère maternelle Arlette, qui a eu une vie hors norme et qui vous a beaucoup marqué. Bonjour Olivia El Kaïm. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ce nouveau roman « Fille de Tunis », c'est une suite logique après Le tailleur de Relizane ? D'une certaine manière, oui, il y a une suite logique entre les deux romans qui forment, si on le veut, une sorte de diptyque autobiographique familial. En fait, quand j'ai terminé Le tailleur de Relizane, je pensais en avoir fini avec cette histoire avec l'Afrique du Nord et avec ma famille. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, je me sentais pas très bien au moment de la promotion du tailleur de Relizane. J'avais tout le temps très mal au ventre. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est en fait énorme. Et je vais voir mon psychanalyste, qui est un juif argentin. Et je m'allonge sur le divan et je m'exclame « J'ai mal au côlon ». Et là, je me redresse immédiatement. La séance était évidemment terminée. C'est un lacanien. Et je me dis, ben non, en fait, j'ai pas terminé avec cette histoire avec l'Afrique du Nord. Et je pensais que c'était avec l'Algérie que je n'avais pas terminé. Et pas du tout, ça s'est très lentement déplacé vers la Tunisie. Et je me suis dit, mais en fait, cette histoire avec la Tunisie, l'histoire de ma grand-mère Arlette, je l'avais déjà un petit peu effleurée avec Nous étions une histoire, mais j'étais pas allée au bout. Puis je pense que j'avais pas atteint mes 45 ans, une forme de maturité dans ma vie de femme. Et j'ai eu envie de regarder en face cette histoire avec la Tunisie, qui est pas très belle, mais sur laquelle pèse un mystère, des secrets dont j'ai eu vraiment le besoin pour me libérer d'aller voir et creuser, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre cette histoire de famille algérienne, donc de juifs algériens que vous racontez dans Le tailleur de Relizane, et celle de cette famille catholique tunisienne. On ressent quand même des similitudes, en tout cas dans l'histoire, des histoires qui prennent pied en Afrique du Nord et durant la colonisation. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs similitudes. En tout cas, le regard triste des grands-parents, déjà, ce regard très spécial des exilés, qui... disons, en arrivant en France, n'ont pas forcément trouvé un Eldorado et ont passé leur vie dans la nostalgie du pays perdu et de leur pays natal. Donc ça, c'est des similitudes très, très fortes. En revanche, dans mon histoire familiale, le tailleur de Relizane, c'est mon grand-père Marcel, c'est une forme de tuteur, au sens vraiment de quelqu'un qui me tient, dans son sens de la mesure, dans son absence de colère. Alors que ma grand-mère Arlette, c'est toute la fantaisie, la kiffance de ma grand-mère Arlette, l'envie de profiter de la vie, l'envie de retrouver un paradis perdu de la Dolce Vita tunisoise et de se perdre dans cette envie-là, de retrouver ce paradis perdu, se perdre dans le jeu, se perdre dans sa vie avec deux hommes, se perdre dans cette vie folle, cette cavalcade dans laquelle elle va se retrouver à Marseille. Et on sent que chez vous, la transmission, elle vous habite. Vous avez parlé de cette anecdote avec votre psy, j'ai mal à mon côlon. En fait, pourquoi pensez-vous être autant habité par cette transmission parentale, générationnelle ? Je pense qu'on l'est tous. En réalité, on n'arrive pas au monde ex nihilo. Et moi, je pense que j'ai endossé ça par l'écriture. Évidemment, je fais une psychanalyse, mais c'est encore... autre chose, c'est un autre endroit où déposer ses souffrances et ses mots. Moi, je pose mes mots, M-O-T-S, dans mes livres, et mes mots M-A-U-X sur le divan, mais je pense qu'on l'est tous à des degrés différents.
c'est une manière si vous voulez, si on veut savoir qui on est, où on va, je pense qu'il faut savoir d'où on vient. Et donc j'ai creusé et j'en ai fait 2 livres. Oui, et c'était quelque chose qu'on a beaucoup entendu ici en recevant des témoignages de ces histoires-là. Oui, alors ici on parle énormément de nos bagages séfarades. On comprend à travers vos écrits, à travers ce que vous avez pu dire, que autant pour nous, vous appelez Olivia El-Kaïm, c'est évident que vous l'êtes. Pour vous, ça l'a pas toujours été. En fait, cette identité séfarade n'a pas toujours été évidente. Alors, c'est comme toujours compliqué. Ambivalent, etc. Moi, j'ai vraiment grandi avec mes grands-parents paternels, donc juifs d'Algérie. J'ai grandi dans cette atmosphère très particulière, à la fois très assimilée. Donc, on ne met pas de mezouza à l'entrée de la maison, on se dissimule, et en même temps, on fait kippour, on fait pessar. Et donc, j'ai grandi avec aussi toute la nourriture d'Algérie, le couscous, boulette, dont je dis ici que c'est le meilleur... puisque c'est celui de ma grand-mère paternelle. Et donc, voilà. Après, il y avait toutes ces vacances que je passais à Marseille, où je découvrais un monde un peu foutraque, celui de mes grands-parents maternels. Cette Tunisie-là dont il parlait, en chantant Hervé Villard, la Tunisie, c'est fini, c'était le pays de notre premier amour. Le leur, l'amour de mon grand-père et de ma grand-mère, d'Arlette et de Sauveur, qui forment un couple pour moi assez légendaire dans cette Tunisie légendaire et qui va exploser avec l'exil et puis l'arrivée dans leur couple d'un 2e homme, Jojo. Voilà, donc en fait, à la fois j'ai eu très envie de m'assimiler très fortement, à la fois par l'école, par le travail, cette envie absolue de vivre à Paris, qui a disparu avec ma quarantaine, hein. Mais j'avais très très envie de disparaître derrière ma condition sociale, mon statut social, le mariage, etc. Et puis en fait, on est toujours rattrapé. On est rattrapé déjà parce que j'ai un physique tout à fait nord-africain, et puis on est toujours rattrapé par son nom et par le regard que portent les autres sur vous. Donc autant l'assumer complètement. Et aujourd'hui, vous l'assumez, vous dites oui. séfarade ? Disons que j'ai un peu de mal avec les cases identitaires, où je peux me dire séfarade, mais je peux me dire juive séfarade, mais je travaille dans un journal chrétien, et je peux pas me dire chrétienne parce que j'ai pas été baptisée et que ma mère a complètement endossé l'identité de mon père et fait toutes les fêtes juives et toute la nourriture et tout, mais disons que ça me dérange pas. Ça me dérange plus, en tout cas. C'est déjà pas mal. Ah bah oui, non, mais j'assume complètement mon nom, mon prénom et là d'où je viens. On a reçu Emmanuel Ruben C'est un copain. Voilà, qui nous a dit que votre livre, Le tailleur de Rélisane, ça a été un déclic pour lui. Tant mieux. Voilà. En revenant sur cette histoire, qu'est-ce que vous avez appris finalement qu'on ne vous avait pas transmis ? Qu'est-ce que vous avez appris sur les Juifs d'Algérie et sur cette histoire algérienne qui est finalement très forte en France ? Je pense que je savais tout intérieurement et de manière très, très sensible, sans que les mots soient là pour décrire ce que je ressentais. Ce qui a été intéressant, que ce soit dans Filles de Tunis et dans Le Tailleur, c'était d'enquêter d'un point de vue plus global et plus historique, plus collectif, et de comprendre la manière dont le destin individuel de mes grands-parents, des 4 grands-parents, ont été percutés par des événements plus grands qu'eux-mêmes, et des événements dont ils ne pouvaient pas forcément, dont ils n'avaient pas forcément les clés. Parce que c'était pas des intellos, c'était des petites gens, que ce soit mon grand-père Marcel dans Le Tailleur de Rélisane, c'était un couturier, un tailleur, et un artisan. Et dans Filles de Tunis, Sauveur et Arlette, ce sont des petites gens, ce sont des employés. Mon grand-père est chauffeur, alors il a un statut social, Sauveur, il est chauffeur du résident général de France, ce qui lui donne accès à la résidence de France, etc. Mais c'est des petites gens quand même, c'est pas des gens très instruits. Oui, vous dites que l'histoire était plus grande qu'elle, quoi. Ils se sont confrontés. En tout cas, ils se sont confrontés. Ils ont été confrontés à une histoire plus grande qu'eux et ils ont dû se débrouiller, trouver des ressources, pas seulement financières, mais aussi des ressources intérieures, morales. Et c'est là que ça a été très difficile pour Arlette, qui, elle, n'avait pas forcément, disons, des fondements très solides et qui a sombré dans le jeu et dans l'alcool, comme beaucoup de personnes qui migrent. Oui, et
Qu'avez-vous découvert sur cette histoire ? Est-ce que c'est cette histoire de la France en Afrique du Nord, finalement ? Est-ce que c'est une histoire connue en France ? Est-ce que vous avez découvert des choses sur vraiment la partie historique, en tout cas ? Pour moi, il y a un inconscient collectif qui, refoule cette histoire-là avec l'Afrique du Nord. On voit bien à quel point c'est compliqué de faire cohabiter des mémoires. Mais je pense que c'est très intéressant que les petits-enfants de cette génération-là, qui a immigré en France, même s'ils étaient français, ils ont immigré en fait en métropole. Je trouve que c'est très intéressant qu'Emmanuel Ruben, Valérie Zenati, moi-même, Alice Zeniter, des gens avec des histoires très différentes, des mémoires très différentes, commencent à endosser d'un point de vue artistique, romanesque, cette histoire-là et à la faire connaître d'un point de vue très sensible. Oui, et c'est ce que vous faites très bien, oui, vraiment. C'est gentil. Alors c'est vrai qu'on referme, là je reviens un tout petit peu sur le tailleur de Relizane, après on reviendra plus longuement sur Fille de Tunis, mais cette histoire juive algérienne quand même, à chaque fois moi que je lis quelque chose dessus, je me rends compte à quel point elle est lourde. Parce que l'histoire algérienne, enfin l'histoire de la France et de l'Algérie est lourde, mais l'histoire des Juifs d'Algérie, elle est finalement assez méconnue. Donc je sais pas vous comment vous la vivez aujourd'hui, comment vous l'avez vécue, on comprend que ça n'a pas toujours été simple. Est-ce que vous diriez que c'est une histoire lourde à porter, enfin d'être juive originaire d'Algérie? En tout cas, je ne sais pas si c'est lourd, en tout cas ça oblige. Ce qui est compliqué, c'est qu'au même moment, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y avait tous ces juifs qui avaient disparu en Europe centrale et la mémoire de la Shoah a fait exister très fortement, très lourdement. Donc finalement, le destin des juifs d'Algérie, il passait derrière et c'est tout à fait compréhensible au regard de l'énormité, de la terrifiante Shoah. Donc je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui et de faire exister cette mémoire. C'est lourd, oui, mais ça se soigne. Malheureusement, en réalité. Moi, je peux le soigner et j'ai la ressource pour le faire sur mon vivant et j'ai les mots et la possibilité d'écrire des articles ou des livres. Mais je pense souvent à mon père qui dort très mal, qui est quand même très très névrosé et souvent je lui dis mais va te faire soigner et qui n'a jamais soigné le trauma de la guerre qu'il a vécu et de l'arrachement à la terre natale. Mais comme beaucoup de juifs d'Algérie et comme beaucoup de pieds noirs, comme beaucoup d'anciens appelés du contingent, beaucoup de gens n'ont pas eu l'envie de se soigner et ont recouvert tout ça de terre. Alors qu'ils ont connu quand même de la violence, vraiment, ils ont connu la violence pure et dure, et vos grands-parents aussi. Simplement la violence de la guerre. Voilà. C'est ça, oui. Mais je crois que c'est ça, en tout cas, moi, que je trouve qui unit la Fille de Tunis et le tailleur de Relizane, c'est cet exil dont on va parler après, les silences autour de l'arrachement qu'il y a, en tout cas, de votre côté maternel et de votre côté paternel. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tralala. Il y a beaucoup de chansons. Chez nous, on chantait beaucoup Dalida. Mes grands-parents maternels mettaient beaucoup de musique et faisaient beaucoup la fête. Et même du côté, finalement, de Marcel et Viviane dans le tailleur de Relizane, il y avait beaucoup de folklore, quoi. Et puis, ce folklore, en fait, il masquait les terreurs, les insomnies, la tristesse de l'arrachement à une terre qu'ils aimaient plus que tout. Alors justement, on vous a demandé de choisir une chanson qui vous rappelait l'Algérie ou la Tunisie, mais plus particulièrement, en tout cas, toute cette histoire. Et vous avez choisi Dalida. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que je crois que ça fait le lien avec tout ce qu'on vient de se dire. Alors, j'ai choisi pas n'importe quelle chanson de Dalida, mais Dalida, elle traverse toute cette fille de Tunis, parce que, en fait, tout le monde la chante. Dans ma famille, tout le monde chante Dalida. Toutes les chansons de Dalida. Quand je veux parler avec ma tante, Lola, elle ne me parle pas, elle me répond en se déguisant en Dalida et en chantant Mourir sur scène. Donc en fait, chez moi, Dalida, c'est vraiment le destin d'une femme et des chansons qui sont transmises de femme en femme. Après, j'ai choisi Salma Ya Salama parce que c'est une chanson sur l'exil. Voilà. On va écouter. Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, c'est
terre n'est que du sable. Il reprend sa course vers une autre source. Il finira par trouver le puits de la liberté. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai des salama. Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul paradis pour lui, c'était un jardin sous la pluie. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai vers salama. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya Et oui, on adore toujours Dalida, tout le monde. Oui, et c'est vraiment le parfait mélange entre la joie et la tristesse de l'exil. Enfin, ça résume très bien notre émission, je crois. Moi, j'adore regarder. En fait, je vous fais une petite confidence. Quand je vais pas bien, je regarde des vidéos YouTube de Dalida dans Champs-Élysées. Et j'adore ses costumes lamés, j'adore son regard, j'adore ses chants, j'adore qu'elle danse entourée d'hommes magnifiques. Enfin, non, mais c'est tellement kitsch et tellement juste. Oui, et puis c'est cet Orient-Occident, enfin que nous on adore et qui nous donne des repères en tout cas. Enfin moi je sais que voilà, si je cherche une tenue paillette, pareil, je regarde Dalida pour savoir un peu de quoi m'inspirer pour faire le Maghreb en France. Et d'ailleurs, moi j'avais adoré le film, c'est aussi une petite parenthèse, de Lisa Azuelos qu'on aimerait bien recevoir dans cette émission, qui a fait un biopic sur Dalida qui était assez réussi. D'ailleurs, voilà, Lisa Azuelos, si vous nous écoutez. Bon, on reprend sur nos thèmes préférés. Oui, moi j'ai été très intéressée à la fin de La fille de Tunis. Vous dites vous sentir française. Et vous dites voilà, que tout d'un coup, vous regardez dans le rétroviseur et vous dites, ben voilà, je suis française. Est-ce que c'est ça, la réparation de l'exil de votre famille, en fait Je pense que c'est, en fait, quand j'arrive à Tunis pour enquêter sur ma famille et y passer du temps, c'est ça qui m'a le plus surprise, c'est l'extrême orientalité de ce lieu que j'avais fantasmé comme étant le mien. Mais je me suis rendu compte que c'était surtout celui de mes ancêtres. Et effectivement, en sortant du cimetière où on va voir la tombe de mon arrière-grand-père, qui est enterré dans le cimetière de Gamart, cimetière militaire, je suis dans ce taxi, il y a à nouveau Dalida dans le radiocassette, ça c'est assez fort. Et je me regarde et je me dis, mais je me sens tellement, tellement française. Et je pense que c'est la revanche d'Arlette sur son destin d'exilé, que sa petite fille qu'elle adorait, moi, se sentent infiniment française. Mais il m'a fallu 2 livres pour me dire oui, je suis française. Et alors ? Mais d'ailleurs, vous dites quelque chose de très beau sur le traumatisme de l'exil. C'est mourir ailleurs que là où on est né. Non, mais ça, c'est un truc, écoutez, c'est fou. Parce que j'ai réalisé que j'étais la première de ma famille à naître en France, dans le 93, à Noisy-le-Grand, dans une clinique privée. Je suis la toute première de ma famille à naître en France. Et j'espère être la première de ma famille à être enterrée au même endroit où je suis née. Parce que finalement, toute ma famille, ils sont tous nés à un endroit et enterrés à un autre. Bah, c'est terrible, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a rapproché vos parents, qui donc finalement, il y en a un qui est juif algérien, l'autre qui est française de Tunisie. C'est des histoires très différentes et à la fois très similaires. Bah, en fait, ce qui est drôle quand je pense à mes parents, c'est que bon, ma mère est née à Tunis. Elle a été exilée à Marseille. Mon père est né à Relisane, exilé d'abord à Angers et puis ensuite en banlieue parisienne. Et en fait, je vous raconte leur rencontre. Oui. Quand ils ont 17-18 ans, ils veulent travailler. Et donc, ils travaillent tous les deux dans une colonie de vacances à Savines-le-Lac. Mon père est directeur de la colonie de vacances et ma mère fait la plonge. Et donc, d'une certaine manière, ça me fait penser à la chanson de Michel Fugain. Il descend dans le Midi, elle monte à Paris et voilà. Et ils se rencontrent. Ils sont très, très jeunes. Et je pense que cette orientalité les rapproche énormément. Je pense que,
par ailleurs, et je le dis dans le livre, donc très, très, très librement, je pense que ma mère a un besoin absolu de fuir sa famille complètement foutraque, le ménage à trois que forment Arlette, Jojo et Sauveur, les huissiers qui viennent réclamer l'argent perdu par ma grand-mère en course de chevaux. Et donc je pense qu'elle a un absolu besoin d'effacer son côté Ravali, donc le côté sicilien, corse, même la Tunisie d'une certaine manière, et elle épouse non seulement un homme, mais elle épouse aussi une famille, elle épouse une religion. Parce que, ok, ma mère met toujours un cierge, elle met toujours un cierge quand elle rentre dans une église, mais enfin, elle fait toutes les fêtes juives, et elle fait toute la nourriture, et elle connaît mieux les fêtes que mon père. Ça lui a donné peut-être une stabilité, un repère aussi stable. Je pense, mes parents sont un repère l'un pour l'autre. Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez un peu parlé de cet attachement à Tunis. J'avoue, quand j'ai vu le livre Fille de Tunis, j'ai pensé que c'était vous. Finalement, Fille de Tunis, le personnage, c'est Arlette, c'est votre grand-mère. Je pense qu'il y a Fille de Tunis. Alors, je vous raconte l'histoire de ce titre. Au départ, quand j'écrivais ce roman sur Arlette, sur ma grand-mère, je l'avais intitulé Une conquérante. Parce qu'elle veut sans cesse conquérir sa liberté et elle est sans cesse ligotée au sens propre par des hommes, par son père, par des voyous dans un rade marseillais, et elle est retrouvée attachée à son lit de mort. Donc il y a quand même cette idée que c'est une conquérante, mais sans cesse entravée. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, et en particulier quand je vais à Tunis, je me rends compte qu'on se situe dans une tragédie méditerranéenne et dans une histoire généalogique féminine. Et donc je trouvais intéressant de dire, non pas une fille de Tunis, mais fille de Tunis, qui inscrit le roman dans cette histoire généalogique, dans la généalogie de ma famille, dans une forme de psychogénéalogie aussi. Donc, Fille de Tunis, c'est ma grand-mère, Arlette, c'est ma mère et ma tante, et c'est moi. Et vous avez quoi de Tunis ? Le goût pour la boutargue. Ah, pas rien. Non, évidemment, le goût pour la boutargue, j'adore ça. Enfin, tout le monde le sait, si on me rapporte une boutargue, je la mange en un quart d'heure. Voilà, donc il y en a pour personne d'autre que pour moi. Et j'aime la kiffance, ce que je disais tout à l'heure, je kiffe la vie, j'aime faire la fête, je pense que j'ai gardé la fantaisie de ma grand-mère. Alors, vous savez, il y a une expression qui est « le travail, c'est la santé ». Donc ça, Marcel me le disait toujours, donc ça, c'est le côté algérien. Et Arlette me disait « mais ne rien faire, c'est la conserver ». Donc j'ai ces deux choses en moi. Et vous avez rencontré, vous en parlez dans vos livres, des résistances de votre famille à ce travail de mémoire que vous avez fait. Oui, alors ça, je pense que ma mère n'avait absolument pas envie que j'écrive ce livre. Et ma tante, que j'appelle Lola dans le livre, ma tante je pense qu'elle se prêtait assez difficilement au jeu de mes questions. Donc j'ai dû quand même aller dans des zones un peu périphériques pour trouver des infos. Appeler des cousines, des tantes, aller voir les vieilles tantes siciliennes qui vivent à Saint-Victoré, etc. En fait, pour trouver des infos ailleurs que chez Lola et Rosie, ailleurs que chez ma tante et ma mère. Et comment vous expliquez en fait ce refus on l'a dit, il y a quelque chose de réparateur de savoir d'où on vient, d'accepter une histoire familiale. Comment expliquer ce refus que vous avez ressenti dans votre famille maternelle, mais aussi paternelle, puisque votre père ne vous parlait pas non plus de l'Algérie. Mon père m'a toujours parlé de l'Algérie, oui. Et d'ailleurs quand je lui ai dit je veux écrire sur l'Algérie, il a débarqué chez moi avec une valise pleine de documents. Non, avec mon père, c'est pas difficile. D'ailleurs, j'ai essayé de l'interroger sur ses beaux-parents, sur Arlette et Sauveur et Jojo, et il m'a dit qu'il ne parlerait pas par respect pour ma mère. Il m'a juste dit cette phrase que je trouve étonnante. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai débarqué dans cette belle famille, j'avais l'impression de débarquer chez des gitans. Et c'est vrai qu'il y avait un truc de la gitanerie chez mes grands-parents maternels. Il y avait toujours énormément de monde à table, ça buvait énormément, ça criait, ça braillait, ça chantait, ça dansait. C'était à la fois très joyeux, très fou, et en même temps, il y avait cette tristesse de l'exil, quoi. Et c'est ça, les résistances que vous pensez chez votre mère, en tout cas, de pas... Non, ma mère, je pense que c'est la honte. Elle a une honte absolue de là d'où elle vient. Et je pense que, malheureusement, ça... je pense qu'à part aller sur un divan et se soigner, je vois pas comment ça peut partir. Donc, je pense qu'elle voulait pas du tout que soit, disons, exposée cette famille d'où elle vient et qu'elle a rejetée.
Mais du côté de votre père, vous écrivez quand même que, alors c'est peut-être vous qui posiez pas les questions, mais qu'il y a des choses qu'il n'avait jamais racontées avant que vous fassiez votre livre. C'est ça, je posais pas les questions. Et puis je pense que l'arrivée de mon fils aîné, Ruben, avec qui il a une relation très forte, l'a conduit à lui raconter à lui des choses qu'il ne m'avait pas racontées à moi. Parfois, ça passe par les petits-enfants. Exactement. Et du coup, il lui parle beaucoup. Il se parle beaucoup, Ruben et mon père. On va revenir sur vos enfants. Moi, je voulais revenir sur le fait que vous avez souvent stressé, apparemment, à l'idée de ne pas pouvoir renouveler vos papiers français, que parfois aussi, vous racontez, c'est assez amusant, que vous ne saviez pas quelle case cocher quand on vous demandait si vous étiez une femme caucasienne ou pas. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont pu nous raconter ou me raconter. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment vous avez résolu ça? Je crois que c'est très propre quand même aux Juifs d'Afrique du Nord qui ne savent pas dans quelle case se mettre. Alors, je pense qu'il y a l'histoire déjà, c'est-à-dire qu'on est français de fraîche date. C'est-à-dire que 1870, 1880, enfin tout ça c'est très... Finalement, il n'y a pas si longtemps. Oui. On est français de fraîche date. Je pense que quand on n'est pas né en France, sur le territoire français, et qu'on arrive pour faire ses papiers, où sont nés vos parents? À Relizane, à Tunis. Ah bon, mais pourquoi ils sont français? Pourquoi vous êtes français? Et vous êtes d'où, en fait? Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des Français. Et en fait, ça vous oblige à dire, mais vous savez, ils sont nés en France à l'époque. Donc c'est un peu gênant. L'Algérie était 3 départements français. La Tunisie était sous protectorat français. Enfin, ça vous oblige, face à des gens qui ne comprennent pas forcément d'où on parle, à refaire une histoire de France en un quart d'heure. Et donc, j'ai souvent, effectivement, été un peu mal à l'aise. Alors, le fait maintenant d'avoir des enfants nés à Paris, je pense m'aide beaucoup à me dire, mais en fait, je suis française. Et moi-même, d'ailleurs, pourquoi j'endosserais la névrose de mes parents, puisque moi-même, je suis née à Noisy-le-Grand, dans le 93. Par contre, vous avez fait, en tout cas, votre père retourne en Algérie. Oui. Vous le racontez dans le tailleur de Relizane, et vous êtes retourné à Tunis avec votre mère. Est-ce que Oui. c'est important de faire ces Je voyages? pense que j'aurais adoré aller en Algérie, et malheureusement, le visa m'a été refusé. Je n'ai pas renouvelé ma demande de visa parce que j'étais ensuite prise par ce livre sur la Tunisie. Je tenais à aller à Tunis, évidemment. Enfin, ça n'aurait pas eu de sens dans la mesure où la Tunisie m'ouvrait ses portes de ne pas y aller pour écrire un livre qui s'appelle Fille de Tunis. Bon, j'ai été très, 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 très malade sur place. Donc, je le raconte à la fin du livre. En fait, j'ai fait ce voyage avec ma maman. J'y reviendrai. Et en fait, quand elle est partie, elle a passé 5 jours avec moi. Et quand elle est partie, 2 heures après son départ, je suis tombée extrêmement malade et j'ai fait une dysenterie. Une maladie d'un autre âge. Et donc, en arrivant, j'ai été hospitalisée. Enfin, j'ai dû subir un certain nombre d'examens, prendre des antibiotiques à haute dose, etc. Mais ce qui était intéressant dans ce voyage avec ma mère, c'est que j'ai vraiment senti le besoin de la protéger du choc émotionnel, de retrouver finalement sa maison d'enfance, des lieux, la tombe de son grand-père, etc. Et elle m'a dit à ce moment-là qu'elle était déjà revenue avec mon père, en fait, en 75. Tous jeunes mariés, ils font leur voyage de noces à Tunis. Et donc, elle me dit que j'ai été conçue là-bas. Eh oui. Parce je me dis, moi aussi, je suis une fille de Tunis. Exactement. Parce qu'elle me dit, elle me dit cette phrase immense. Elle me dit, en 75, je suis revenue enceinte de Tunis. Elle n'est pas revenue enceinte, virgule, de Tunis. Elle est revenue enceinte de Tunis, comme si elle était enceinte de Tunis, comme si Tunis était moi. Oui, qu'elle a aussi quelque chose de réparateur, peut-être, dans ce voyage qu'elle avait fait et dans la capacité de donner naissance après. Voilà, exactement. Et vous avez donné naissance à vos enfants. C'est des sujets dont vous parlez. Est-ce que vous parlez beaucoup de ces identités quand même très riches? Qu'est-ce que vous leur transmettez de toute cette histoire? L'huile d'olive. Non, mais alors en fait, je le dis en rigolant et en même temps assez sérieusement. Vous savez, la transmission, c'est quelque chose qui se fait malgré soi. C'est pas quelque chose, on se dit pas, tiens, je vais prendre mes enfants les yeux dans les yeux et je vais leur parler de la Tunisie et de l'Algérie. C'est autre chose qui se passe. C'est plus sensoriel, c'est plus à bas bruit. On sait pas trop ce qu'on transmet à ses enfants, en réalité. On est là et il se passe quelque chose. Et on ne sait pas ce qu'ils vont recevoir, comment ils vont le recevoir et ce qu'ils vont en faire. Vous en êtes Ils sont extrêmement orientaux dans à la fois leur physique qui est très orientale et puis leur goût.
c'est vrai qu'ils aiment le miel, ils aiment... voilà, enfin, c'est incroyable. En fait, ils aiment les dates. C'est très, très chouette. Vous avez eu 2 garçons, juste, en fait. Donc, la fille de Tunis, peut-être que ça s'arrête quand même à vous, ou qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Je vais dire quelque chose d'étrange. Je pense que je suis très heureuse de ne pas avoir eu de fille, hein. Précisément parce que la transmission féminine est tellement douloureuse et a été tellement douloureuse pour moi. Il a été extrêmement difficile pour moi d'accoucher de ce livre. Ça a été une écriture à la fois très rapide et très, très dure. J'ai dû vraiment aller traquer Arlette dans les angles morts, mais j'ai trouvé qu'il y avait de la vie. Merci beaucoup Olivia Elkaïm pour cet échange passionnant et pour toutes ces interrogations qui sont complètement en phase avec le podcast La Vérité si je m'en plus. Votre nouveau roman Fille de Tunis paraît chez Stock en cette rentrée littéraire et on le recommande. Merci. 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 La Vérité si je m'en plus est un podcast produit par Midine, de Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias Charou.